Au début de l'année 1855, une photo d'une fillette de 7 ans apparemment blanche est devenue une sensation dans toute l'Amérique. Mary Mildred Williams venait d'être libérée de l'esclavage en Virginie. L'homme derrière cette image était le sénateur Charles Sumner, qui espérait susciter l'indignation à travers le pays et faire avancer le mouvement abolitionniste. Qui était cette jeune fille, et comment s'est-elle retrouvée réduite en esclavage dans le sud des États-Unis? La jeune fille sur la photo diffusée par Sumner à travers l'Amérique au milieu des années 1850 était Mary Mildred Botts, qui deviendrait plus tard plus connue sous le nom de Mary Mildred Williams. Son histoire est particulière et met en évidence la nature étrange des relations raciales et de la politique de l'esclavage à la veille de la guerre de sécession. Elle est née en esclavage près du village de Washington, dans le comté de William, dans l'État de Virginie. La date exacte n'est pas claire, mais nous savons qu'elle est née en 1847. On pense que le père de Marie était Seth Botts. C'était un esclave avec une généalogie complexe. On ne sait pas exactement qui était son propre père, mais il semble probable qu'il s'agissait d'un membre de la famille Botts, la même famille qu'il avait réduit en esclavage. De nombreux membres de la famille Botts étaient des politiciens éminents dans la Virginie du XIXe siècle. John Botts, par exemple, a été membre de la Chambre des représentants des États-Unis entre 1846 et 1850. Mais comme nous allons le voir, il y a un débat pour savoir si Seth Botts était réellement le père biologique de Mary. La mère de Mary était Elizabeth Nelson. Elle était la fille de son propriétaire et a né à Powers Run, en Virginie, en 1822. Son père était Thomas Nelson, donc Elizabeth a grandi asservie par son propre père. Quand elle avait une vingtaine d'années, elle a rencontré Seth et ils se sont rapidement mariés. Ils ont eu leur premier enfant, un garçon nommé Oscar, en 1845. Marie est arrivée 2 ans plus tard. Et une deuxième fille nommée Adélaïde est née en 1849. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel chez les filles de Seth et Elizabeth, quelque chose qui allait plus tard captiver la nation. Bien que leurs parents fussent esclaves, Marie et Adélaïde avaient l'apparence de personnes blanches. Les chuchotements enflés, les rumeurs se répandaient et des questions surgissaient. Étaient-ce vraiment les enfants de Seth, ou y avait-il une histoire cachée derrière leur peau pâle et peut-être une autre paternité mystérieuse? On pourrait penser que Seth Botts a probablement commencé à soupçonner très tôt que Mary et Adélaïde n'étaient pas ses filles biologiques, étant donné leur teint clair dans le sud des États-Unis avant la guerre de sécession. Il était malheureusement courant que les propriétaires d'esclaves abusent des femmes asservies, engendrant souvent des enfants qui ne ressemblaient qu'à guère à leurs pères légaux. Les femmes esclaves pouvaient aussi être prêtées à une autre famille à l'occasion, et bien sûr, leurs propriétaires pouvaient changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Elizabeth en 1846, l'année précédant la naissance de Mary. Le père d'Elizabeth, Thomas Nelson, est décédé à la fin de 1845 et elle, ainsi que sa mère et ses sœurs, sont passées sous la propriété du beau-frère de son père, J.C. Weedon. Ainsi, dès début 1846, il a commencé à prendre possession des esclaves de ses beaux-parents décédés. C'est pendant cette période que Marie et Adélaïde sont nées, toutes deux ayant la peau si claire qu'elles pouvaient facilement passer pour blanches. Compte tenu du moment et de leur apparence, beaucoup supposaient que Weedon était leur père, mais la vérité était encore plus complexe. Seth Botts était peut-être réellement confus quant à savoir s'il était ou non le père de Marie et Adélaïde, et cela se comprend. Il a continué à voir Elizabeth de temps en temps après qu'elle ait quitté la ferme Nelson, et le moment de ses visites aurait pu coïncider avec la conception de Marie et Adélaïde. Dans la dynamique floue de l'esclavage, de telles incertitudes n'étaient pas rares. De plus, la mère de Marie, Elizabeth Nelson, avait également la peau très claire. Selon les classifications raciales de l'époque, on l'aurait probablement qualifiée de carterone ou doctorone, des termes utilisés dans le pseudo-calcul racial scientifique de l'époque pour désigner une personne ayant respectivement un quart ou un huitième de sang noir et étant donc majoritairement blanche. Son père, Thomas Nelson, était blanc et sa mère métisse. En remontant plus loin, les ancêtres d'Elizabeth comprenaient une proportion importante de lignées coloniales blanches, ce qui, aux yeux de la société du XIXe siècle, l'emportait sur son héritage africain. À cela s'ajoutait le fait que Seth Botts était également un esclave métis,
le fils illégitime d'un homme blanc libre. Compte tenu de sa propre ascendance complexe, il devient plus compréhensible que Marie à Adélaïde paraissait presque entièrement blanche, et pourquoi Seth ne pouvait pas être certain d'être leur père biologique ou non. C'est ainsi que l'esclavage et l'identité raciale pouvaient devenir terriblement complexes dans le sud des États-Unis, résultat de générations d'exploitation incontrôlée et de déséquilibres de pouvoir profondément enracinés entre les esclavagistes et les personnes réduites en esclavage. Mary Mildred Botts n'aurait jamais attiré l'attention du public si ce n'était pour l'atmosphère raciale et politique tendue des États-Unis au moment de sa naissance. L'esclavage était pratiqué sur le territoire des futurs États-Unis depuis 1619. Il s'était étendu au cours du siècle et demi suivant, et au moment où la déclaration d'indépendance fut proclamée en 1776, il y avait plusieurs centaines de milliers d'esclaves dans le pays naissant. Cependant, même à cette période, un débat croissant sur l'éthique de l'esclavage émergeait. Dès les années 1780, certains États de la Nouvelle-Angleterre ont commencé à restreindre ou même à interdire l'esclavage. Cependant, dans les États du Sud comme la Virginie, les Carolines et la Géorgie, l'économie dépendait entièrement de la culture de récolte comme le tabac et le coton, qui étaient cueillis par le travail des esclaves dans les champs. À cause de cela, il y avait une forte opposition à l'abolition de l'esclavage ici. La question de l'esclavage a traîné pendant des décennies. Avant la naissance de Marie, la plupart des États du Nord avaient aboli l'esclavage, mais acceptaient de coexister pacifiquement avec les États du Sud, où l'esclavage demeurait profondément ancré. Cet équilibre précaire permettait à chaque région de suivre sa propre voie. Cependant, l'expansion vers l'ouest de l'Amérique et l'admission de nouveaux territoires et États dans les années 1840 et 1850 ont ravivé de violents conflits sur la question de savoir si l'esclavage serait autorisé dans ces nouvelles terres, ramenant le débat sur l'esclavage au premier plan national avec une intensité renouvelée. En 1854, le Parti républicain est apparu comme une nouvelle force farouche, déclarant avec audace l'abolition de l'esclavage comme mission principale. Parmi ses membres fondateurs se trouvait le sénateur du Massachusetts, Charles Sumner, un défenseur infatigable de la liberté. C'est peu de temps après ce bouleversement politique majeur que Mary Mildred Williams fut propulsée sous les projecteurs de la nation, son histoire étant sur le point de déclencher une tempête qui allait ébranler les fondements mêmes d'une nation divisée. Mary Mildred Botts n'a passé que 7 ans enchaînée par l'esclavage, mais ces années ont laissé des cicatrices bien plus profondes que les chaînes. La place complexe et précaire qu'occupait Mary, ses frères et sœurs et sa mère au sein de la famille Weedon était chargée de tensions et compliquée. Weedon avait l'intention de vendre bon nombre des esclaves qu'il avait hérités de Nelson, mais il était également empêché de le faire par les tribunaux en raison d'un problème complexe concernant la propriété légale d'Elizabeth et de sa descendance. Cela impliquait sa lignée familiale extrêmement compliquée. Ainsi, Elizabeth et ses enfants sont restés dans un vide juridique pendant des années, à la plantation de Weedon. En 1850, déterminé à prendre son destin en main, Seth Botts entreprit un voyage audacieux et dangereux. Avec l'aide de Henry Williams, un esclave affranchi et allié de confiance, il falsifia des papiers de liberté qui allaient en tout changer. Au risque de tout perdre, Seth s'enfuit de Virginie, empruntant le périlleux chemin du chemin de fer clandestin, la ligne de vie secrète pour d'innombrables esclaves en fuite cherchant la liberté dans le Nord. Arrivé à Boston, il se lança dans un travail acharné, poussé par un objectif puissant, racheter la liberté de sa femme et de ses enfants. Début 1855, grâce à sa détermination et au soutien d'alliés abolitionnistes, il réunit assez d'argent pour obtenir leur libération. La famille prit alors le nom de famille Williams, le même nom que celui figurant sur les faux papiers qui avaient déclenché leur fuite. Dans une transformation saisissante, la petite Mary Mildred Watts n'était plus une esclave en Virginie. Elle était Mary Mildred Williams, une fille libre à Boston, désormais prête à défier une nation. C'est ici que Charles Sumner entra en jeu. Au moment où Mary, sa mère et ses autres frères et sœurs ont acquis leur liberté au début de 1855, Seth avait déjà établi des liens avec le mouvement abolitionniste dans les États libres du Nord. L'une de ces relations était Sumner, qui venait tout juste d'aider à fonder le Parti républicain. Il avait entendu parler de Mary dans les héritages familiales complexes d'Adélaïde et du fait qu'elles étaient, pour quiconque les voyait, blanches. Reconnaissant le pouvoir de l'image dans une bataille pour les cœurs et les esprits,
Le sénateur Charles Sumner organisa alors la prise d'une photographie daguerréotype de Mary, la choisissant probablement parce qu'elle était l'aînée des deux sœurs. L'image obtenue fut bientôt publiée dans le Boston Telegraph et le New York Daily Times, accompagnée d'éditoriaux qui stupéfièrent les lecteurs. Comment une jeune fille, qui avait l'air si indéniablement blanche, avait-elle pu être réduite en esclavage ? La photographie devient une preuve indéniable de la pourriture morale au cœur de l'esclavage, exposant à tous la logique raciale pervertie et les abus du Sud. La réaction fut électrique. Les articles provoquèrent une sensation nationale et l'image de Mary se répandit comme une traînée de poudre, faisant d'elle la première véritable égérie de l'Amérique, à peine une décennie après l'apparition de la photographie. Saisissant l'élan, Sumner l'emmena en tournée de conférences à travers le Nord, brandissant son histoire comme une arme. Dans discours après discours, il soulignait comment l'esclavage avait non seulement déshumanisé des millions de personnes, mais avait aussi brouillé les frontières mêmes de la race, en grande partie à travers des générations d'exploitation sexuelle. Mary Mildred Williams est devenue une accusation vivante contre le Sud, car son visage ne reflétait pas seulement l'histoire d'une jeune fille, il reflétait l'hypocrisie gangrenée qui poussait la nation toujours plus près de la guerre civile. Mary Mildred Williams était si jeune à l'époque qu'elle n'aurait probablement pas eu conscience de l'immense importance de son histoire pour la politique du pays. Après sa tournée avec Sumner, la controverse autour de son cas s'est apaisée et elle a s'est retournée vivre à Boston avec ses frères et sœurs qui étaient enfin libres de vivre en famille avec leur propre liberté. Pourtant, le passage de Mary en tant qu'égérie a eu un impact majeur et cela a culminé le 22 mai 1856. Ce jour-là, Sumner a été attaqué dans l'enceinte du Sénat des États-Unis par un fervent défenseur de l'esclavage dans les États du Sud et membre de la Chambre des représentants, Preston Brooks. De façon choquante, Brooks a failli battre Sumner à mort. Il a été laissé avec une grave blessure à la colonne vertébrale dont il n'a pu se remettre qu'en subissant une opération chirurgicale expérimentale en Europe en 1858. Cette attaque brutale de 1856 contre Sumner par Brooks est largement considérée comme un moment clé dans l'effondrement des relations entre le Nord et le Sud, un symbole violent de la fracture croissante qui mènerait à l'éclatement de la guerre de sécession en 1861. Cette guerre prendrait fin 4 ans plus tard avec le président Abraham Lincoln, publiant la Proclamation d'émancipation et, finalement, la ratification du 13e amendement qui abolit l'esclavage aux États-Unis. Avec la fin officielle de l'esclavage, commença le long et douloureux démantèlement du système d'exploitation qui avait façonné l'ascendance complexe et tragique de Mary Williams, mais son histoire ne s'arrête pas là. Après être devenue célèbre à l'échelle nationale au milieu des années 1850 en tant que jeune fille dont l'image frappante avait choqué la nation, Mary Mildred Williams disparut discrètement de la scène publique. Cependant, elle vécut une longue vie. Malgré sa vie peu conventionnelle pour l'époque, elle resta à Boston, dans le Massachusetts, après la guerre de sécession. Elle et sa famille furent rejoints là-bas par un nombre croissant d'anciens esclaves qui migrèrent des États du Sud vers les villes industrielles du Nord, alors que la vie économique de l'Amérique changeait à la fin du XIXe siècle. Dans leur maison à Boston, la famille Williams vivait avec certains de ces autres migrants venus du Sud. Joséphine et Joseph Jackson étaient un couple d'anciens esclaves, affranchis originaires de Louisiane. Henry Clay était un ancien esclave de 19 ans, originaire de Caroline du Nord, et il y en avait plusieurs autres. Ainsi, la maison des Williams, dans le Massachusetts, est devenue un refuge pour de nombreux anciens esclaves des États du Sud afin de se rétablir dans le Nord avant d'arriver à Boston dans les années 1870 et 1880. Au fil du temps, la famille s'est dispersée, chacun partant vivre sa vie et suivre son propre chemin. Mary et Elizabeth sont allées vivre dans une maison à Hyde Park à Boston, un quartier majoritairement blanc. Pendant qu'elle vivait là-bas, en 1882, Mary a décroché un emploi respectable comme employée de bureau au registre d'un bureau des actes. Ce poste offrait un salaire annuel de 780 $, une somme convenable pour l'époque, équivalent à environ 25 000 $ aujourd'hui. Elle a ensuite déménagé dans un appartement sur la rue Tremont en 1888 pour être plus proche de son travail. Mary appréciait manifestement ce poste et elle y est restée jusqu'à sa retraite, à un moment donné au début du XXe siècle. Mary ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfant.
Elle a survécu à ses autres membres de la famille pendant de longues années. Elle était la seule encore en vie à l'aube du XXe siècle. Comme point intéressant sur l'identité raciale dans l'Amérique d'après la guerre de sécession, elle a choisi de s'identifier comme blanche à l'âge adulte et elle est enregistrée comme telle dans les documents officiels du recensement et autres. L'un de ces documents, le recensement fédéral américain de 1900, indique également qu'elle vivait avec une partenaire féminine nommée Mary Maynard, qui avait 45 ans à l'époque. À cette époque, elle vivait dans le quartier de Beacon Hill à Boston, qui était connu pour avoir une attitude détendue envers les relations homosexuelles et lesbiennes tant qu'elles n'étaient pas exprimées ouvertement. Mary Maynard était probablement la partenaire de Mary Mildred Williams, une situation qui expliquerait sa décision de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfants. Mary Mildred Williams a vécu jusqu'en 1921, décédant à Boston vers l'âge de 75 ans. Ce fut une fin tranquille et discrète pour une vie qui avait autrefois captivé le regard de toute une nation, une ancienne icône enfantine de l'abolition sombrant dans l'obscurité, alors que l'histoire poursuivait sa marche sans elle. Encore merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Mary Mildred Williams, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions ou souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, ou sur des sujets similaires, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées, merci.